à l'Assemblée nationale française, quand vous êtes assistant parlementaire, vous faites du travail parlementaire et politique. Mais le parlementarisme, le travail parlementaire, c'est de la politique. Ce n'est pas que du juridique. C'est aussi une question sur la manière dont on utilise ou alors dont on voit l'Union européenne en pleine campagne aujourd'hui. Cette question quand même de savoir que vous êtes désormais, vous, Marine Le Pen, le Rassemblement national et 25 autres personnes, donc vous serez jugés. Oui, mais les Français ne sont pas dupes. Ça fait maintenant presque 10 ans que cette enquête se déroule. 10 ans, vous vous rendez compte? Ce sont des faits qui remontent à la période 2004-2016. Exactement. Et ça ne m'a pas empêché d'être élu successivement député national et maire, parce que je pense que les Français ont compris qu'aujourd'hui, il y avait un acharnement judiciaire à l'encontre d'un certain nombre de personnalités, et tout est bon pour nuire à l'intérêt de ces gens-là. Nos attachés parlementaires ne se sont pas enrichis. Je ne me suis pas enrichi de l'argent de l'Europe pour ces attachés parlementaires. Il n'y a pas d'enrichissement, ça n'est pas sur des faits d'enrichissement personnel. Travailler pour un député ou des députés à l'action d'un député, c'est-à-dire à la politique. Et ça, on devra le dire devant les tribunaux. Vous dites que vous avez été élu depuis, tout à fait, mais vous n'aviez pas été jugé si... Oui, et ça fait partie... Ça n'a jamais fait... Les journaux, ça sont fait les gorges chaudes, le journal local en a fait la une, pour vous dire que les Français sont quand même assez détachés de ces choses-là. Je l'ai encore lu en préparant cette interview. Vos opposants commencent déjà à dire, mais s'il est accusé, jugé, et qu'il n'a plus le droit de se représenter, est-ce qu'il démissionnera? Écoutez, on verra bien, mais il y a un appel. Si je suis condamné en première instance, il y aura un appel et on va se battre. Et je ne pense pas d'ailleurs que je serai condamné, mais ça c'est à titre personnel. Mon cas personnel, voilà, qui se détache un peu du reste des cas. Mais vous savez, les mêmes adversaires appartiennent à des formations politiques qui ont soutenu par exemple M. Alain Juppé, qui siège au Conseil constitutionnel et qui pourtant, lui, a été condamné pour emploi fictif. Nous, ce ne sont pas des emplois fictifs. Donc vous estimez que là, c'est de l'acharnement? Complètement. Louis Alliot, vous êtes le maire donc d'une des grandes villes, la plus grande sous pavillon RN, je le disais, qui reste une ville très peu sûre, en tout cas l'une des moins sûres de France d'après les différents baromètres. Le classement du Parisien, par exemple, fait de Perpignan, même si elle a légèrement quand même remonté dans le classement des villes les plus sûres, elle reste quand même 96e sur 119. Vous aviez fait de la sécurité et de la propreté, mais de la sécurité, votre priorité. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que vous n'y arrivez pas? D'abord, il y a plusieurs classements. Le Parisien ne tient pas compte de la nature de la ville, du nombre d'habitants, etc. Vous avez 4 jours après... C'est sur les villes de plus de 50 000 habitants. Voilà, exactement. En effet, ce classement, Lille est considérée comme la dernière de ce classement. Je précise les choses. Paris est à la 103e position, donc derrière Perpignan. Marseille aussi derrière. Non, Marseille juste devant 116e, pardon. C'est pour vous dire. Donc vous êtes à peu près dans le même bateau que Marseille. Enfin, je veux dire, les gens préfèrent vivre à Perpignan qu'à Marseille ou à Nîmes. Nîmes est devant nous, alors qu'aujourd'hui, on est obligé, il y a des morts pratiquement tous les mois, et il y a des forces supplémentaires qui sont obligées d'aller rétablir l'ordre. Non, nous, et d'ailleurs le classement du Figaro nous donne un certain nombre d'items pour l'année 2023 qui vont dans le bon sens. Et d'ailleurs le procureur de la République, lors de la rentrée judiciaire cette année, a annoncé le chiffre de moins 10% de la délinquance sur la circonscription de Perpignan. On part de très haut. On y a mis des moyens considérables, on a embauché plus de 40 agents de police supplémentaires, on a mis de la police de proximité, on a remis de la police dans les rues, on a créé des groupes d'action pour aller gêner les dealers, ce qui a des conséquences quand même importantes sur ces groupes-là. Bref, on a mis des moyens qui ont un coût financier. Et ce coût financier, malheureusement, il n'est pas compensé par des dotations de l'État. Peut-être que l'État devra aussi se pencher sur les villes comme les nôtres, qui font des efforts considérables sur la sécurité, mais qui ne bénéficient pas de crédits supplémentaires pour faire face à cela. Et on va revenir sur la question des coûts tout à l'heure, puisqu'il y a ce déficit et que les collectivités locales pourraient être mises à nouveau à contribution. Louis Alliot, hier, Perpignan est l'une des villes qui a accueilli une nouvelle opération, comme on les appelle, opération Place Nette XXL. Est-ce que vous avez un premier bilan et est-ce que ça a été efficace? Alors, ça s'est fait sur réquisition judiciaire, donc il y a des enquêtes en cours. La seule chose qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on a trouvé beaucoup d'argent. Donc beaucoup d'argent, ça veut dire beaucoup de trafic. Peu de produits. Il faudra se demander pourquoi ce jour-là, il y avait peu de produits. Et donc, le résultat est plutôt positif. Et on a vu à l'œuvre
et c'est ça qui est important dans ce genre d'opération, moins la communication dans un certain nombre d'endroits par un certain nombre de ministres. Là, il n'y avait pas de ministre, mais police nationale, police municipale et institutions judiciaires. Vous l'aviez demandé, cette opération Place Nette? Est-ce que vous faisiez partie, est-ce que vous étiez volontaire? Non, moi j'avais été volontaire pour faire venir un escadron de gendarmerie pour prêter main forte aux forces de police. Ce qui avait été fait, hein, 80 gendarmes vous ont été octroyés et ils sont sur place de manière pérenne. Depuis, ils sont partis à Nîmes, parce que comme c'est plus grave à Nîmes, ils sont partis à Nîmes, on ne les a plus. Mais comme on a rétabli un certain nombre de situations plutôt tranquilles, même si le trafic de drogue est endémique, il faut quand même le dire, on s'en sort mieux que d'autres. Mais ces opérations Place Nette, elles montrent l'étendue des dégâts, tout simplement. Elles montrent l'étendue du trafic et elle ne dit pas assez, et là je rejoins ce qu'a dit le ministre de la Justice sur votre antenne. Éric Dupond-Moretti, qui elle ne montre pas assez la responsabilité du consommateur de stupéfiants. C'est-à-dire que celui qui met sa petite dose de coke ou celui qui se fume un joint, il est, qu'on le veuille ou non, le complice d'un certain nombre de choses qui se passent dans nos rues, de morts quelquefois, mais aussi de drames humains, de misère humaine, de cas psychiatriques de plus en plus avérés chez les plus jeunes. Et tout cela, il faut quand même que l'on responsabilise les gens. Sinon, nous n'y arriverons pas. Vous faites référence à cette phrase d'Éric Dupond-Moretti qui disait que le joint du samedi soir avait le goût du sang séché sur le trottoir. Est-ce que vous estimez qu'au-delà de la dénonciation, il faut aller plus loin dans la condamnation ? Alors, dans la condamnation du consommateur, ça me paraît évident. Maintenant, il faut aller, j'allais dire, à la chasse au consommateur, qui n'est pas faite du tout, pratiquement. Et je pense que les policiers en sont bien conscients. Il faut donner le droit à la police municipale de pouvoir verbaliser les consommateurs, ce qui n'est pas encore le cas. La police municipale n'est pas autorisée. Non, elle peut arrêter le dealer, mais elle peut pas intervenir, elle ne peut pas verbaliser. Et les AFD, les amendes forfaitaires, on devrait pouvoir le faire. Et puis, je pense que ce dont nous souffrons, c'est d'un manque de communication sur les conséquences de l'usage du stupéfiant. Quand je vois le débat aujourd'hui sur la légalisation, par exemple, Pour vous, c'est une question de santé également. C'est d'abord une question de santé publique, de trafic, de criminalité, bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est une question de santé publique. Les cas aujourd'hui de psychiatriques dans nos rues explosent. C'est directement la cause d'un usage de stupéfiants, tous les stupéfiants, parce que vous avez les stupéfiants que l'on connaît, puis vous avez des stupéfiants qui arrivent sur le marché qu'on ne connaît pas, qui arrivent de je ne sais où. Vous faites quoi là-dessus à Perpignan? Est-ce que vous ouvrez des unités? Est-ce que vous accompagnez? On aide des associations qui elles-mêmes tentent de faire face, mais c'est énorme, si vous voulez. C'est comme si vous vidiez un océan à la petite cuillère. Il nous faut maintenant des moyens d'État, une communication d'État. Il faut aller dans les écoles, il faut ouvrir des lits psychiatriques. Je veux dire, il y a beaucoup de choses à faire qui ne sont pas faites. On s'est beaucoup acharné, à juste titre, sur le tabac. On a beaucoup fait sur l'alcool. Je pense que maintenant, il est temps de faire sur la drogue, qui est le fléau numéro 1 aujourd'hui pour l'avenir de notre jeunesse. Louis Alliot, 2 points encore sur cette question, sur ce qui se passe dans les prisons. Je voudrais vous interroger dans un instant sur les nouvelles directives. Mais d'abord, vous avez quand même dit cette phrase, si j'ai bien entendu, vous avez dit on a trouvé beaucoup d'argent, mais pas beaucoup de drogue, et vous avez dit il faudra d'ailleurs se demander pourquoi il n'y en avait pas tant ce jour-là. Oui. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Est-ce que ça veut dire que vous vous demandez s'il n'y a pas eu des complicités? Est-ce qu'ils étaient au courant? Est-ce qu'ils avaient planqué la marchandise? Moi, j'ai bien écouté ce qu'ont dit les magistrats de Marseille, je crois, ou de Nice, sur les magistrats de Marseille. Sur la complicité qu'il pouvait y avoir désormais entre un certain nombre d'agents de l'État, Ils ont même parlé d'une forme de corruption. Vous savez, ces opérations-là... Corruption passive, on dire. Moi-même, en tant que maire, je n'étais pas au courant. J'ai été mis au courant il y a 48 heures. Et je ne savais pas quel quartier. Mais quand vous mettez des centaines d'agents sur le terrain, le jour J, le matin, pour aller faire une opération... Il y a un certain nombre d'informations qui circulent et il faudra quand même regarder si ces informations ne sont pas arrivées. Vous soupçonnez potentiellement une forme de complicité, active ou passive, de la part peut-être des forces de l'ordre? Écoutez, à Perpignan, je n'en ai pas été témoin, mais les propos de ce magistrat, de ce procureur à Marseille, j'allais dire... Ce procureur de Marseille, qui l'a donc dit sur RMC, il était mon invité il y a 3 semaines. Inquiétés, ont beaucoup choqué. Et je dois dire qu'à Perpignan, nous avons une chaîne de commandement, direction de la police nationale,
procureurs et avec nous désormais, qui sont vraiment sensibilisés sur le sujet et qui ne laissent rien passer. Donc si ça se passe, je pense que ça sera durement sanctionné, mais pour l'instant, rien ne me permet de vous dire que ça s'est passé. Voilà. Il s'agit de Nicolas Besson, procureur de Marseille, qui était effectivement à mon micro il y a 3 semaines. Louis Alliot, étonnante clémence du gouvernement face aux divers petits trafics en prison, mais par faute de moyens, et ils le reconnaissent eux-mêmes. Les téléphones portables sont officiellement interdits, mais largement répandus. Les stupéfiants sont parfois retrouvés en cellule. Ces téléphones servent aussi parfois, depuis la prison, à gérer des trafics en dehors de la prison. Et un décret est en préparation pour alléger les sanctions contre ces deux points, les téléphones portables et les stupéfiants, faute de personnel suffisant, nous dit-on, pour engager des poursuites disciplinaires. Est-ce qu'au fond, cette honnêteté, dans un sens, de reconnaître qu'ils n'ont pas les moyens de faire face, est-ce que cette lucidité, vous vous dites, bon, bah, au fond, faisons comme ça, ou est-ce qu'il faut encore serrer la vis? Et c'est un aveu de faillite. Voilà, on fait faillite, on peut rien faire, donc on laisse courir. C'est à peu près le même schéma qui fait que comme il n'y a plus de place de prison, eh bien on ne met pas en prison, on laisse en liberté, on condamne moins, ou on trouve des condamnations secondaires. Et tout ça alimente l'insécurité, le sentiment d'insécurité, la délinquance et le sentiment surtout d'impunité. Parce qu'une fois qu'un dealer a été arrêté 15-20 fois au même endroit et qu'il ne va pas en prison, eh bien, ça lui laisse à penser que finalement, le trafic est autorisé. C'est un projet, hein, oui, donc de décret. Est-ce que vous me dites qu'il ne faut pas publier ce décret, mais en même temps... il ne faut pas le publier, mais il faut donner des moyens. Et en même temps, quand ça ne marche pas, quand on n'y arrive pas, à un moment, le reconnaître... Ah ben alors ouvrons les prisons, laissons partir tout le monde, au moins ça réglera tous les problèmes. Là, quand même. Mais oui, d'accord, mais si on en est là, puisque un endroit fermé, contrôlé, surveillé, fouillé... Aujourd'hui, vous avez de la drogue, des téléphones et tout ce qui va avec, ce qui est quand même absolument incroyable. Et elles sont en plus surpeuplées. On manque de places de prison. Je veux dire, c'est un état de faillite de l'institution judiciaire avec un manque de moyens, alors que, il faut quand même le dire, moi je le vois à Perpignan, les procureurs font leur travail sérieusement, mais quelquefois, il manque tout simplement de moyens. Il peut y avoir des juges qui sont des juges laxistes et qui remettent en liberté des gens qu'on arrête. Ça existe. Mais à mon avis, ce n'est pas la norme aujourd'hui. Tout le monde a pris conscience de la gravité de la situation et du basculement possible d'un certain nombre de villes. Et quand on aura... Ça veut dire quoi, basculement? Mais ça veut dire des villes qui échappent à tout contrôle, comme l'on voit dans certains pays d'Amérique du Sud, et des narco-villes. Et là, ni la police, ni la justice n'arrivera à faire son travail pour en arriver à des situations extrêmes comme au Salvador, où vous avez vu que le président lui-même... Enfin, là, vous agitez quand même... Il y a quand même une marge. Oui, oui, heureusement. Mais vous savez, on peut y arriver très vite parce qu'il y a tellement d'argent. Ces opérations place nette en sont une des réponses. Oui, mais il y a tellement d'argent en jeu que je pense que les actions de la police aujourd'hui, de la douane, de la justice, services fiscaux, ne sont rien par rapport à l'immensité de la corruption et de l'argent de ce trafic-là. Par exemple, vous avez des points de deal à 60 000 euros jour. Comment vous voulez que des gamins qui dealent dans la rue ou qui chauffent dans la rue et qui sont payés des centaines d'euros, des milliers d'euros, puissent demain retrouver le chemin du marché du travail? C'est impossible.